Peut-on encore mourir humainement? Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Jean-Frédéric Poisson. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Alors, monsieur Poisson, vous avez été député, vous avez été maire, spécialiste des ressources humaines et du dialogue social. Mais à l'origine, quelque chose qui m'a intéressé. Un adolescent qui a claqué la porte de l'école pour finalement revenir et sortir de la Sorbonne docteur en philosophie. Est-ce que ce refus initial du moule était une rébellion passagère ou alors déjà le marqueur de fond d'un esprit libre? Sans doute un peu les deux. Un peu des deux parce que j'ai eu une adolescence compliquée, marquée par des ruptures familiales très conséquentes et très, très douloureuses. Euh, Mon père a été une des premières victimes du chômage de masse dans l'économie des années 1970 en France. Je n'étais pas du tout converti à l'époque, j'étais converti plus tard en classe de terminale, donc après être revenu, comme vous avez dit très justement, sur les bancs de l'école. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que il y avait déjà, comme une espèce d'axe fondateur dans mon parcours personnel, cette idée que je ne me satisfais pas des narratifs tout faits, comme on dit aujourd'hui, ou de la pensée dominante, ou voilà, je ne, il ne m'a jamais fait peur, même quand j'étais adolescent, de penser en dehors de la boîte, comme disent les Anglais. Vous savez, think out the box, out of the box. Voilà, ça m'a toujours intéressé d'aller explorer un peu les choses un peu en dehors des sentiers battus. C'est pour ça que j'étais lecteur quand j'étais adolescent. J'y comprenais pas forcément toujours grand-chose, mais enfin, ça m'intéressait de lire les anarchistes russes, les poètes maudits. Enfin, c'est des gens qui ont bercé mes nuits d'adolescent. J'ai gardé une affection particulière pour les poètes maudits, hein, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, un peu moins pour les anarchistes russes, pour des tas de raisons. Mais globalement, enfin voilà, c'est toujours chez moi une forme d'instinct personnel de me dire, mais il y a quelque chose au-delà du discours officiel, au-delà de ce qui est posé comme une espèce de trace obligatoire. Il y a forcément quelque chose à explorer en dehors. Et c'est pour ça que je me suis assez bien retrouvé en fait dans ma conversion après au sein de l'Église, parce que s'il y a bien quelqu'un qui nous exhorte à aller explorer un peu en dehors des sentiers battus, c'est bien le Seigneur. Très bien. Alors, on va revenir, à notre sujet d'actualité qui nous rassemble aujourd'hui. À travers le combat pour la vie que vous menez depuis des années, vous avez découvert le métier de soignant en unité de soins palliatifs. Comment avez-vous perçu ces hommes et ces femmes qui s'occupent de ceux qui, parmi nous, souffrent aux confins de l'humanité? Euh, il m'est arrivé quelques fois, en particulier depuis que j'ai publié mon dernier ouvrage qui s'appelle Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, de devoir intervenir sur les plateaux de radio, de télévision ou dans des réunions publiques après des intervenants en soins palliatifs. C'est-à-dire, ils parlaient avant moi et moi je parlais après eux. Ça m'est arrivé deux fois, et à chaque fois maintenant que ça devrait m'arriver, je prie pour devoir parler avant eux plutôt qu'après. Parce qu'il y a chez ces personnes une densité personnelle d'humanité, de générosité, d'inventivité, d'humilité, toutes ces qualités qui font qu'ils ont fait le choix de se porter au chevet de ceux d'entre nous qui sont les plus fragiles presque par définition, puisqu'ils sont à l'article de la mort. Hein. C'est quand on est en nutrition palliative, en général, on n'y est pas pour très longtemps. Et ils disent, comme d'une certaine manière nos porte-paroles, même si on n'est pas conscient, ils disent à ces patients qui sont démunis de tout, sauf de leur dignité personnelle, c'est ça le plus important, malgré votre état, malgré votre faible degré de conscience, votre incapacité à bouger, à parler, à faire je ne sais pas quoi, vous avez une très grande valeur à nos yeux et nous sommes là pour vous, d'abord vous convaincre que vous l'avez toujours, convaincre vos proches qu'elle est encore à l'intérieur de vous, et qu'à ce titre, nous vous devons la plus grande attention, le plus grand soin à tous les sens du terme, y compris médicaux, et la plus grande proximité pour faire en sorte que ces derniers instants de votre vie que vous vous apprêtez à vivre soient aussi dignes que possible. Et il déploie pour ça des efforts considérables, comme je le disais, de présence, de proximité, d'écoute, de génie. Enfin, combien de fois j'ai entendu des intervenants sur palliatif expliquer qu'avec, c'est comme MacGyver. MacGyver, c'est une série télévisée quand j'étais petit, alors il faisait n'importe quoi avec un chewing-gum, un bout de trombone et un bout de ficelle. Et ben les intervenants sans palliatif, c'est ça. Mmh. Ils sont sans cesse en train d'inventer tout ce qu'ils peuvent, moyens connus ou moyens parfaitement innovants, pour faire en sorte que ceux qui vont partir, ceux qui sont sur le point de nous quitter, parfois qui sont dans
dans des situations de fragilité extrême, puissent malgré tout conserver la conviction que, ils sont toujours aussi dignes et jusqu'au dernier instant de leur existence, ils le seront. Et je trouve que cette profonde humilité, d'abord mérite un immense respect, deuxièmement un soutien sans faille, et troisièmement, c'est un des enjeux d'ailleurs de la loi sur l'euthanasie qui se profile, c'est probablement, et c'est ça qu'il faudrait arriver à explorer de manière un peu plus détaillée, une forme de modèle pour l'organisation des relations sociales dans notre société. C'est-à-dire que tous ces caractères qu'on retrouve dans ce moment très ponctuel, plus ou moins long, mais très ponctuel, de la fin de vie, accompagné par les mécaniques de soins palliatifs, devraient nous permettre de réfléchir en général à ce que devrait être une logique d'accompagnement pour les fragilités dans notre corps social. Et malheureusement, la concurrence qu'on est en train d'installer dans le texte de loi entre l'euthanasie d'un côté, sous ses différentes formes, et les soins palliatifs de l'autre côté, se produira, c'est ma crainte, et Mmh. si ça ne se fait pas, je dirais que je me suis trompé, mais se produira au détriment des soins palliatifs et on perdra non seulement une pratique, non seulement une culture, non seulement une manière particulière d'appréhender la fragilité de fin de vie, mais en plus probablement un modèle particulier d'attention et de soins qui devrait irriguer toutes les manières dont on accompagne chez nous ceux qui sont en situation de fragilité. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez personnellement été confronté? Vous avez vécu des situations de fin de vie dans votre entourage? Et puis si oui, Dans mon entourage tout à fait proche, non. d'accord. Mon entourage un peu éloigné, oui. Et en tout cas, j'ai eu beaucoup d'échanges, de relations. J'ai lu, écouté beaucoup de choses aussi de la part de ces intervenants sans palliatifs. Puis dans notre parti politique, dans notre bureau, il y a des gens qui sont des intervenants sans palliatifs réguliers et, comment dire, actifs. Donc cette culture-là s'est forgée et j'ai écrit ce petit livre au fond pour, d'une certaine manière, prendre leur défense. C'est-à-dire que on se rend compte en fait que les Français ne savent pas que ça existe, ces soins palliatifs. Et quand on leur dit, voilà, vous allez vous retrouver avec une fin de vie très compliquée, avec à devoir supporter des douleurs et des souffrances difficiles. Alors voilà ce qui va vous arriver si vous n'avez que 2 solutions. La première, c'est de supporter ça pendant un temps infini sur un brancard dans un sous-sol de l'hôpital avec la peinture des murs qui se décolle, les néons qui clignotent et on viendra vous apporter à manger quand on se souviendra de vous une fois de temps en temps et vous serez seul au monde. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que vous avez la possibilité de demander que ça s'arrête immédiatement. Mmh. Bah, il faut être un héros pour, choisir la première solution et on ne dit pas aux gens: «Non, vous ne serez pas seul. Non, vous n'aurez pas mal», parce qu'on sait maintenant traiter, la totalité, sinon la quasi-totalité des douleurs dites réfractaires. C'est-à-dire il n'y a plus de douleurs qui résistent maintenant des traitements, antalgiques et en plus, il y a la loi Claeys-Leonetti qui permet, malgré ses risques, malgré ses limites, et il y en a, comment dire, de provoquer chez le patient un endormissement, dont il ne se réveillera pas et qui permet de partir en douceur. Donc tout ce qu'on vous présente comme une espèce de souffrance insupportable qui dure des heures n'existe pas. Ça n'est Mmh. pas dans le panel des choses qui vous seront, éventuellement, qui vous sera proposé de vivre ou que vous devrez subir. Ça n'existe pas ça. Donc il y a une espèce de comment dire? De manière monolithique, très exclusive de présenter la perspective d'une fin de vie, douloureuse, qui omet complètement de dire que non, bien sûr que non, même s'il n'y a pas des soins palliatifs partout, même s'il en manque, même si on manque de personnel, de moyens, d'unités, tout ça est vrai. Néanmoins, s'il y avait suffisamment d'unités de soins et de praticiens et de moyens dédiés aux soins palliatifs d'un côté, et une publicité au sens noble du terme suffisamment importante pour que les Français sachent que ça existe et que non seulement ça existe, c'est un droit pour eux depuis la loi de 1999, les soins palliatifs sont inscrits comme un droit pour les Mmh. citoyens. Tous ceux qui sont en situation de pouvoir en bénéficier ont le droit de demander à et on doit leur servir cet accompagnement. Si les gens savaient ça, il n'y aurait pas de débat sur l'euthanasie. C'est ça le drame, c'est qu'on s'apprête à Mmh. légiférer des choses extrêmement graves et lourdes alors qu'il y a des solutions de rechange qui sont parfaitement dignes et tout à fait satisfaisantes pour les patients et pour leurs familles Mmh. et pour les Je me soignants. sou Merci. Je me souviens d'une anthropologue qui affirmait que le début de l'humanité ne résidait pas dans un outil ou une invention, mais dans la consolidation d'un fémur. Parce que ça voulait dire qu'il avait fallu toute une communauté qui se mobilise pour prendre soin d'une personne blessée. Est-ce que l'euthanasie, à l'inverse, serait le signe de la fin de cette humanité? Probablement, ou en tout cas un signal,
extrêmement néfaste et très négatif d'une forme, peut-être d'une disparition supplémentaire d'une de ces manifestations, c'est certain, parce que il y a là une forme de brutalité, de violence qui est faite aux patients et qui ne correspond pas à ce devoir de soutien, de solidarité que nous avons à l'égard de toutes les personnes qui sont en état de fragilité, quelle que soit la nature de cette fragilité. Cela étant, en explorant un peu l'histoire de l'accompagnement de soins palliatifs, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'attention à ceux qui vont mourir, ceux qui sont vraiment à quelques encablures, quelques moments de leur disparition, c'est un combat de tous les instants, de tous les siècles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu de conflit entre ceux qui veulent absolument s'occuper de ceux qui vont mourir, même si on sait qu'ils vont mourir et que c'est inéluctable et qu'on ne peut plus les soigner, d'un côté, et d'un autre côté, ceux qui disent, bah non, si on ne peut plus les soigner, ça ne sert à rien, on perd son temps, voilà. Comme si le système de santé publique avait la vocation d'être de la médecine de guerre. La médecine de guerre, on comprend. J'ai eu comme Mmh. médecin ami proche, il est au ciel maintenant, comment dire, un médecin un Libanais qui a appris la médecine pendant la guerre de 82 au Liban. Il était à l'entrée de la tente, il disait celui-là on soigne, celui-là on ne soigne pas. Mais parce qu'on n'a pas le temps, pas de moyens, mais Dieu merci, la santé publique en France n'est quand même pas dans cet état-là. Et on n'est pas dans des situations de devoir trier absolument dans l'instant ceux qu'on soigne, ceux qu'on ne soigne pas. Donc c'est un combat constant. Euh, et les premières manifestations, la première charte de soins infirmiers, Saint-Camille de l'Hélice à la Renaissance, qui lui-même a connu les hôpitaux pour avoir été blessé sur des champs de bataille, s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un urgent besoin de prendre soin des gens qui étaient même en situation comment dire, de très grande fragilité sous ce rapport. Jusqu'au cœur du XXe siècle, il y a eu un débat entre deux très grands cancérologues, un à Paris et un à Toulouse, qui se battaient pour savoir ce qu'il fallait faire des malades atteints du cancer et qui étaient tout proches de l'échéance. Il y a une très grande querelle nationale qui a opposé ces deux personnes dans les années 20 et 30, les uns disant ils vont mourir du cancer, donc voilà, c'est fini, puis les autres disant non, non, on va quand même continuer à s'occuper d'eux parce qu'il reste quelque chose à faire. Donc tout ça traverse l'histoire, au fond. Ça ne va jamais de soi de s'occuper de celui qui est fragile, et en particulier celui qui va mourir, parce que, encore une fragilité sociale pour une personne qui est dans la fleur de l'âge, etc., on dit, bon, il y a un après possible, il y a encore une vie qui est... Bon. Là, quand on se dit, ben, il n'y a plus de vie possible, à quoi ça sert? Ben, ça sert précisément à manifester que l'humanité a de la valeur et qu'on s'ennoblit à servir cette valeur humaine, quelle que soit la situation de celui auquel on rend service. C'est la Mmh. vocation de l'homme, finalement, pour dire les choses de manière très claire. Donc, oui, l'euthanasie, comment dire, en interrompant brutalement, euh, en instaurant euh, le droit de prendre la vie de quelqu'un en dehors des situations de légitime défense, parce que c'est ça que ça veut dire. En réalité, on s'apprête à tuer quelqu'un sans motif valable de riposte. La seule circonstance dans laquelle, en droit français d'ailleurs aussi du point de vue moral, on peut être amené à tuer quelqu'un sans être inquiété par la justice et sans commettre de faute sur le plan moral, c'est la situation de légitime défense. Et encore Mmh. faut-il que ça soit dans des circonstances tout à fait précises, que la riposte soit immédiate, qu'elle soit proportionnée, enfin, il y a des tas de conditions qui rendent cette légitime défense plutôt plus précisément légitime. Là, ça n'est pas le cas. On n'est pas en face de quelqu'un qui nous agresse, donc on va demander à quelqu'un d'aller ôter la vie d'un patient alors qu'il n'est pas sur le point de mourir. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Ouais. Euh, D'ailleurs, Jean Leonetti, que je salue d'ici, résume parfaitement la situation en disant on passe d'une situation dans laquelle la loi prévoit la sédation terminale, c'est-à-dire l'endormissement définitif des patients, pour ceux qui vont mourir, et là on va faire une loi pour ceux qui veulent mourir. Mais ça change tout. Évidemment que ça change tout, parce que on voit bien que toutes les précautions qui ont été prises dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, il y a par exemple en Belgique, il y a une vingtaine d'années, évidemment, d'ailleurs on nous refait le cas, le coup, si j'ose dire, en France ces temps-ci, il y a des tas de protocoles, des tas de conditions, de la collégialité, il y a des circonstances réelles, etc., pour nous expliquer qu'en fait, ça ne concernera qu'un tout petit nombre de personnes, et puis bon, ce petit nombre de personnes, par ailleurs, euh, ils seront le signe de ce que l'interdit de tuer a été transgressé, ce qui est déjà en soi un problème. N'y en aurait-il qu'une, ça poserait un problème. Il faut poser la question aux défenseurs de l'euthanasie, est-ce que vous rétabliriez la peine de mort pour une seule personne? Est-ce que vous le feriez? La plupart vont répondre non, on ne le fera pas. Parce qu'il suffit d'une pour que l'édifice vacille dans son entier dans une large mesure. Bon. Mais là, par ailleurs, on voit bien qu'en particulier en Belgique,
En 20 ans, le nombre de morts par euthanasie a été multiplié par 10, passé de 250 à 2500. On voit bien que toutes les précautions qui avaient été prises pour écarter les mineurs, les maladies non mortelles, non dégénératives, etc., tout ça a explosé. Et je dis souvent que, comme disent les logiciens grecs et médiévaux, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Quand elle est entrebâillée, elle est ouverte. Il n'y a pas de question. Mmh. Donc, quand elle est entrebâillée, et pour avoir suivi de près, comme vous l'avez gentiment rappelé tout à l'heure, toutes les questions liées à la bioéthique, qui était le sujet de ma thèse de doctorat il y a maintenant quelques années, je constate, comme tout le monde peut le constater, qu'à chaque fois qu'on a essayé de poser des garde-fous pour rassurer les gens et pour conquérir le suffrage de ceux qui avaient quelques réserves, petit à petit, tous ces garde-fous sont tombés, les uns après les autres. Mmh. La logique, la pulsion de mort, comme dirait le pape Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie, et puis d'autres penseurs chrétiens, la pulsion de mort finit malheureusement dans le monde où nous sommes par l'emporter à chaque fois que les hommes ne sont pas gardés, contenus par quelque chose qui est plus grand qu'eux. Mmh. Que ça soit le respect de la nature, le respect de la dignité ou Dieu lui-même, ou les trois à la fois d'ailleurs, ça peut être les trois à la fois. Voilà, donc je pense qu'il y a cette violence-là qui s'instaure, contraire à la morale, contraire au droit, contraire à la prudence élémentaire, contraire au devoir de solidarité, oui, est une manifestation d'une perte d'humanité et l'installation de la violence à la place de l'action solidaire et de l'accompagnement. Un bouleversement anthropologique très très important dont nous ne mesurons pas tout à fait encore les effets, bien sûr. Mmh. Vous avez déjà commencé à y répondre un peu, mais je voudrais vous relancer sur ce sujet. Il y a des principes qui agissent comme des digues. S'ils cèdent, on ne peut pas imaginer ce qui pourrait en découler. Cependant, est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait nous arriver si cette digue de l'interdit de tuer venait à céder? Ah oui, c'est assez clair parce que ça s'est déjà produit dans d'autres sujets. Euh, dans le désordre. Et je me fonde ici sur des choses qui existent dans d'autres textes de loi ou alors des choses qui sont prévues sous forme d'amendements ou qui sont déjà inscrites dans le texte qu'a débattu le Parlement français. La première chose, c'est l'instauration d'un délit d'entrave à l'euthanasie. Ça veut dire que si on allait jusqu'au bout de cette logique, considérant que l'accès à l'euthanasie devient un droit, un médecin qui vous dirait ben, je vais vous proposer des soins palliatifs et vous avez 48 heures pour y réfléchir, pourrait être inquiété si jamais ce délit d'entrave était inscrit dans la loi pour avoir entravé le droit de tel ou tel patient à bénéficier de l'euthanasie. Et il serait coupable de quoi? D'avoir proposé la seule solution profondément humaine et conforme à son engagement initial, son engagement déontologique, à un patient de ne pas se faire tuer tout de suite. Et donc il y a un danger sur l'exercice même de la profession, de leur profession, et au-delà de leur profession, de leur vocation même, par les soignants, parce que le simple fait d'accomplir leur mission comme ils se sont engagés à le faire en donnant la priorité à la vie humaine plutôt qu'à la mort, et en s'engageant à préserver la vie plutôt qu'à la prendre, ça pourrait devenir un délit, ce qui quand même, en termes enfin, on est presque dans une schizophrénie légale, d'une certaine manière, on est, voilà. Premier élément. Deuxième élément, l'argent n'est jamais loin dans cette affaire. Mmh. Et quand vous voyez la pression exercée par les mutuelles, dont on sait maintenant qu'elles ont adressé des propositions d'amendement aux parlementaires pour faire en sorte que l'euthanasie soit légalisée plus rapidement, plus activement, etc., évidemment, je comprends très bien que d'un simple point de vue économique, Mmh. ça soit plus intéressant pour une mutuelle de devoir payer 30 secondes de plus le temps de faire l'injection, comment dire, dans la perfusion. Pardon d'être trivial, mais de temps en temps, il faut Mmh. appeler un chat, plutôt que de devoir payer 5, 6, 8, 10 jours de plus, accompagné par une unité de soins palliatifs et de devoir débourser de l'argent de manière supplémentaire. Donc il y a toujours derrière ces enjeux liés à la vie des questions d'argent. D'ailleurs, nous sommes entrés dans une ère de marchandisation à peu près globale. C'était vrai pour le marché de la procréation. Donc pour le début de la vie, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas vrai non plus pour la fin de vie. Donc nous entrons dans une matérialisation accentuée de l'être humain et de la manière dont, sur le dos de la vie humaine, en l'occurrence de la mort, un certain nombre d'organismes peuvent gagner de l'argent ou en dépenser moins, ce qui revient à peu près au même. D'ailleurs, une étude a été publiée par la Fondapol, le think tank que tout le monde connaît, il y a quelques semaines, qui dit que, grosso modo, la légalisation de l'euthanasie pourrait faire gagner environ 1,5 milliard par an à la sécurité sociale. Et à l'époque où tout le monde fait la course au trésor pour en trouver 40, ben 1,5, c'est toujours ça de prix, comme dirait l'autre. Mmh. Donc, il y a derrière ça des affaires, évidemment, de gros sous. Troisièmement, il y a la part symbolique de la loi. J'y reviens. Quand on vote une loi,
Imaginons que le Parlement vote une loi sur le contrat de travail, comme il y en a eu sur le contrat de travail quelques dizaines. Évidemment que ne sont concernés directement par cette loi que ceux qui bénéficient d'un contrat de travail, c'est-à-dire ceux qui sont salariés. Ils sont directement intéressés. Il y a une vingtaine de millions de personnes qui sont salariées en France, qui ont un contrat de travail en bonne et due forme, et on pourrait considérer que ça ne concerne qu'eux. Mais quand le Parlement légifère sur le contrat de travail, il légifère en même temps, il dit quelque chose, non pas seulement aux salariés, il dit quelque chose sur ce qu'est un contrat, pourquoi il faut le respecter, comment on peut le dénoncer, à quelles conditions, sous quelle forme, etc. C'est tout ça qui est dit en même temps. Autrement dit, il y a matériellement, la loi s'adresse à ceux qui sont concernés, ceux qui sont dans le champ, comme on dit de la loi, qui sont concernés directement par le texte, et puis il y a toute la part symbolique qui dit quelque chose de plus, qui, que vous soyez salarié ou pas, vous dit quelque chose quand même, parce que bah, nous sommes tous concernés par ce que c'est qu'un contrat, ce que c'est que la véracité, ne pas mentir, respecter sa parole, tout ça, ça concerne tout le monde. Mmh. Et la loi dit ça aussi, même quand elle ne légifère que sur le contrat de travail. Alors maintenant, si on se transpose sur le champ de la vie et de la mort, vous comprenez bien que la légalisation éventuelle de l'euthanasie ne concerne pas que ceux qui sont sur le point de mourir. Si nous disons quelque chose de la valeur de la vie humaine au moment où elle s'apprête à disparaître, nous disons aussi quelque chose de la valeur de la vie humaine quand elle n'est pas sur le point de disparaître, parce que le propos est de portée générale. Ça veut dire que nous fragilisons, en réalité, en légiférant sur l'euthanasie, ce que c'est que le respect qui est dû à toute vie humaine, qu'elle soit ou pas en situation de devoir disparaître bientôt. C'est la portée symbolique de la loi qui, évidemment, ici est percutée de plein fouet. Peut-être un quatrième élément de réponse, il y en aurait d'autres, hein, sans doute, euh, qui porte sur le suicide assisté. J'ai été pendant 5 ans le représentant du Parlement au sein de l'Observatoire national du suicide. Ce sont des choses que j'ai, y compris dans mes travaux en matière de droit social, de prévention des risques psychosociaux en entreprise, approchés de près. Euh, vous avez quand même une forme de contradiction terrible entre les moyens que déploie l'État, de manière d'ailleurs tout à fait pertinente et parfaitement justifiée pour prévenir du suicide ceux qui ont envie de le commettre, pour faire en sorte qu'on repère les tendances suicidaires en amont, donner aux gens des moyens de contacter des gens pour essayer d'apaiser un petit peu tout ça et de bon. Et puis d'un autre côté, on légifère sur le suicide assisté en disant au fond aux Français, si vous voulez vous suicider tout seul, il ne faut pas le faire. Mais si vous demandez à quelqu'un de vous aider, alors là c'est bon, d'ailleurs la loi le permet. En fait, comment voulez-vous comprendre quelque chose là encore, en termes de qu'est-ce que ça signifie en termes de relations sociales, d'attention à l'autre, enfin, qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-on en train de dire aux gens? C'est comme d'une certaine manière quand on vend des paquets de cigarettes sur lesquels il y a écrit fumez tu. Enfin, c'est quoi le message en fait? Tuez-vous tranquillement. Enfin, quelle est la cohérence de tout ça? On comprend que les gens deviennent cinglés parce que, enfin, ne s'y retrouvent plus en tout cas. Pardon pour nos auditeurs, ils ne sont pas tous cinglés, Dieu merci. Mais enfin, il y a de quoi le devenir quand même dans ce. Donc voilà, si Mmh. vous voulez, cette loi qui impacte le personnel soignant, la relation que nous entretenons avec nos contemporains, bien au-delà du simple texte de l'euthanasie en tant que tel, la valeur de la vie humaine elle-même, et puis la cohérence des politiques de santé publique. Enfin, c'est un tsunami, cette affaire, sous couvert de simplement l'affirmation d'un pseudo-droit individuel à demander quelque chose qu'on veut pour soi. Peut-être pour terminer, sans vouloir être trop long, on entend souvent cet argument selon lequel bah, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Bon, d'abord, c'est ma vie, l'expression en tant que telle voudrait qu'on s'y arrête un petit peu parce que on n'est pas propriétaire de sa vie comme on est propriétaire de sa voiture. Le droit de propriété, il s'exerce sur des choses qui sont extérieures à soi. On peut être propriétaire de sa voiture, d'ailleurs, d'un point de vue purement chrétien, on est propriétaire, mais on ne peut pas en abuser. C'est-à-dire que les propriétaires pour la mettre au service de quelque chose qui est plus grand que nous, dans une large mesure. Pareil pour notre vie personnelle. Là aussi, du point de vue chrétien, ça s'entend. Mais même dans le droit, euh, il se trouve que, par exemple, pour revenir sur le champ du droit du travail, si jamais vous êtes en conflit avec votre employeur, ça peut arriver à des gens très bien, peut-être à certains de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et puis vous engagez ce qui est possible aujourd'hui, une rupture conventionnelle, c'est-à-dire d'un commun accord, vous décidez de vous séparer. Très bien. Puis ça traîne, parce qu'en fait, votre employeur n'a pas le droit, pas envie de vous voir partir, c'est trop tôt pour lui, ça ne l'arrange pas, il n'a pas votre remplaçant, enfin, il y a des tas de raisons. C'est un ancien DRH qui vous parle, donc Et alors, vous allez le voir et vous lui dites, ah bah, j'ai une bonne idée, je renonce à ce que vous me payiez mes congés payés, comme ça, on va pouvoir, ça va vous coûter moins cher, je vais pouvoir partir plus tôt. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant, c'est vos congés payés. C'est la conséquence du travail que vous avez fourni. C'est vous qui en êtes le dépositaire, le seul, de plein droit. Et donc,
pouvez considérer que puisque vous en êtes le seul dépositaire de plein droit, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien non, parce qu'on considère que les congés payés, c'est une mesure d'ordre public social, ça vous dépasse. On considère que le fait de compenser, enfin comment dire, de mettre en parallèle un temps de travail avec un temps de congé, ça, c'est une mesure qui doit valoir pour tout le monde, qui ne peut être fragilisée par rien. Si l'un seul d'entre nous y renonce, alors encore une fois, ça met une brèche dans cet édifice, et donc ça fragilise la totalité du dispositif. De la même manière pour l'héritage. Même si vous êtes très fâché avec vos enfants, vous ne pouvez pas les déshériter. Vous êtes obligé de leur donner au moins une partie de ce que vous avez en pleine propriété. Pourtant, ça vous appartient. On peut imaginer que c'est le fruit soit de votre propre héritage, soit de votre travail, soit les deux, soit de votre travail uniquement. Enfin, c'est à vous. Et c'est bien marqué sur les papiers que ça vous appartient. Vous n'en disposez pas comme vous voulez parce qu'on considère que la pérennité du patrimoine et sa transmission d'une génération à l'autre est un facteur de stabilisation du corps social. C'est cela aussi une mesure d'ordre public. Et vous voudriez qu'avec votre vie, vous fassiez ce que vous voulez? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, il n'est pas vrai de dire que on fait ce qu'on veut de sa vie parce qu'elle nous appartient. Ça n'est pas vrai. Si on ne peut pas faire de ce qu'on veut de son héritage ni de ses congés payés, je ne vois pas comment on pourrait défendre l'idée qu'on peut faire ce qu'on veut de sa vie personnelle. Mmh. On est dans dans des questions et discussions très philosophiques. Hem, Ça Oui, m'amène à la pardon, je oh, suis ça va très bien et c'est le bon endroit pour ça. C'est une chaîne d'éducation populaire, donc c'est l'objectif. Justement, si on continue et qu'on va plus loin dans l'ordre philosophique, quel rôle l'État devrait-il jouer dans l'accompagnement de la fin de vie? Garant de la liberté individuelle ou protecteur des valeurs collectives? les deux. Les deux parce que, avec la limite que, de mon point de vue, le fait de demander à se voir administrer sa propre mort directement ou par la fourniture d'un moyen qui permet le suicide assisté, vous savez, le suicide assisté, ça veut dire vous allez voir un médecin, vous lui dites j'ai besoin d'une pilule ou d'une piqûre pour mourir, je vais me l'administrer moi-même, donnez-moi ce qu'il faut pour. Euh, de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de liberté de ça pour les raisons que je viens d'évoquer. Maintenant, sur le reste, l'État doit faire les deux. L'État doit, en principe, être le garant de l'exercice plein et entier de nos libertés individuelles à partir du moment où elles s'exercent dans un cadre qui est conforme à la morale et au droit, pour dire des choses rapidement. Et dans le cadre de la santé publique, il a déjà dit quel est son rôle. Il a déjà dit depuis 26 ans, dans la loi de 1999 sur le droit des patients, renforcée par les lois de 2002, de 2005, de 2016, enfin il y a des tas de textes qui expliquent que, plus les conventions internationales qui disent depuis le tribunal de Nuremberg en 1947, qui dit qu'on ne peut pas administrer à un patient des choses qu'il n'a pas envie de recevoir et qu'il faut son consentement éclairé pour subir quelque traitement que ce soit, ou recevoir quelque traitement que ce soit, jusqu'à des tas de traités internationaux, la Convention de Vielo, etc. Enfin, il y a des tas de dispositions internationales, nationales qui disent le patient a le droit d'être soigné, on paye pour ça, hein, tout le monde, et en même temps, sa liberté personnelle de recevoir les traitements qu'il veut recevoir, de ne pas recevoir ce qu'il ne veut pas recevoir, est pleine et entière. Et l'État doit garantir ça. Il le fait d'ailleurs, puisque les textes sont écrits exactement dans ce sens. Euh, il y a une exception, malheureusement, qu'on a évoquée un peu tout à l'heure, à cette règle, c'est que depuis 26 ans est inscrit dans le droit le fait que chacun d'entre nous doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs, si évidemment les conditions sont réunies pour cela. Et on sait très bien, statistiquement, les chiffres varient d'une estimation à l'autre, mais grosso modo, il y a un quart des départements ou un cinquième, ça dépend, dans lesquels il n'y a pas d'unité de soins palliatifs du tout, et il manque à peu près un lit de soins palliatifs sur deux par rapport aux besoins réels qui serait celui exprimé aujourd'hui, ou en tout cas oui, estimé pour la population française, compte tenu de ce qu'on sait par ailleurs statistiquement des pathologies, etc. Donc il manque beaucoup de moyens, beaucoup de lits, beaucoup de personnel, et l'État devrait commencer par ça. Et il n'y a pas besoin de loi pour ça. Euh, Faire une loi sur les soins palliatifs, je ne sais pas à quoi ça sert, puisque c'est déjà dans la loi, et du point de vue simplement de la technique parlementaire, la chose qui manque, c'est d'allouer des budgets de formation, des budgets d'équipement, comment dire, et de former des unités pour qu'elles puissent agir et soigner et accompagner les gens en soins palliatifs. Il n'y a pas besoin de loi pour ça. Alors on me dit, bah oui, on va faire un droit opposable aux soins palliatifs. C'est très bien, un droit opposable aux soins palliatifs, mais enfin, s'il n'y a personne pour faire des soins palliatifs, je ne sais pas très bien à quoi ça sert. Ce serait un droit formel, comme disent les marxistes, c'est-à-dire un droit qui est écrit, mais qui n'a aucune forme de consistance. Alors c'est mieux que rien, parce qu'au moins, je disais en riant l'autre jour dans une réunion publique à Bordeaux,
Au moins, bah, si vous n'y avez pas accès alors que vous y avez accès, s'il y a un droit opposable, vous pourrez toujours attaquer au tribunal. Alors, il y a des personnes qui ont ri dans l'assistance, comme vous le faites. Là, si vous êtes mort entre-temps, ça vous fait une belle jambe, pour le coup, d'aller au tribunal. Qui ira? Bah, vos ayants droit. Alors, une petite consolation. Enfin, c'est mieux que rien, mais ça n'arrange rien. La question, c'est la volonté politique de considérer les soins palliatifs comme une priorité de santé publique en ce qui concerne l'accompagnement de fin de vie, et de garantir ça. Voilà quel est le rôle de l'État. Ensuite, il peut y en avoir un second. On voit d'ailleurs que on est en France, c'est pas pour rien. Il y a, je crois, entre 2,5 millions et 3 millions d'associations dans notre beau pays. Les Français sont ceux qui, par tête d'habitant, donnent le plus aux œuvres caritatives, charitables, enfin, font le plus de dons, de gratuité, etc., dans le monde entier. Donc, il y a une vieille tradition chez nous de cette solidarité générale. Et évidemment, comme à chaque fois que l'État ne fait pas son boulot, les associations ont pris le relais. Et il y a maintenant des associations qui se développent pour développer des soins palliatifs à domicile, faire en sorte donc que la santé public, l'hôpital privé, enfin le système de santé ne supporte pas la charge de l'accueil des patients en soins palliatifs et qui peuvent rester chez eux en étant accompagnés par des bénévoles qui sont formés pour ça, alors évidemment avec des médecins, des infirmiers ou des infirmières qui s'occupent d'eux, et puis des gens qui assurent l'accompagnement au quotidien pour ne pas laisser seuls ces patients qui sont en situation de fragilité. Donc, un, appliquer la loi. On demande à l'État d'appliquer la loi. Elle existe, c'est pas la peine de la tordre dans tous les coins ou d'en rajouter quand il y en a déjà trop. Et deux, aider ces associations qui aujourd'hui assurent un service de soins palliatifs à domicile quand l'État peut faire son métier. Voilà quels pourraient être les deux rôles de l'État aujourd'hui et ne pas voter des lois qui fragilisent le corps social plutôt qu'ils le solidifient. Mmh. Vous avez abordé cette proposition de loi, d'un droit opposable aux soins palliatifs. Alors je sors un petit peu de notre sujet principal pour aller sur un sujet connexe, mais Heu, le droit opposable semble devenir la norme. Est-ce que ça serait pas là le symptôme d'une bureaucratisation accrue de l'État? Hmm. Euh, oui, alors il y a ça, mais je pense que c'est aussi d'une certaine manière, c'est encore plus grave de mon point de vue, c'est un signe de défiance. Parce que la dernière fois qu'on a inscrit le droit opposable dans la loi, c'était le droit opposable au logement. C'était la loi de 2007 portée par Madame Boutin. Euh, Ça n'a pas été d'ailleurs sans produire un certain nombre de perturbations, parce que c'est très compliqué en fait. Mais on comprend très bien, euh, d'un point de vue de raison naturelle comme d'un point de vue chrétien, le fait de pouvoir disposer d'un toit pour s'éduquer tout seul ou éduquer sa famille quand on en a une, évidemment, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, donc des droits fondamentaux de l'être humain, puisque les droits fondamentaux correspondent à des besoins fondamentaux, évidemment, ce pas des droits en l'air, on décide comme ça un jour parce qu'il fait pas beau ou au contraire qu'il fait soleil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas spontanément réussi à faire en sorte que tous ceux qui ont besoin d'un toit en aient un. Alors, l'exercice est compliqué, je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu dans l'état de l'humanité, nulle part, comment dire, une cité dans laquelle tous ceux qui avaient besoin d'un toit en avaient un. Je ne suis pas certain que ça ait jamais existé, mais enfin, on peut toujours essayer de faire l'effort, en tout cas. Bon. Et là, on a eu besoin en 2007, j'ai suivi ça évidemment de près, parce que j'étais un des bras droits de Madame Boutin à l'époque. Euh, euh, il y a tellement peu de confiance dans la volonté de l'État à répondre aux besoins essentiels des personnes humaines qu'on se sent parfois obligé de dire, mais au fait, l'État, tu choisis pas. C'est pas écrit dans le droit pour faire joli. C'est pas quelque chose qu'on met en disant, bon, bah, ça y est, tout le monde veut oublier, rendez-vous dans 10 ans quand vous savez, c'est la mise aux normes des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées qui traînent depuis 2005 et qui est ajournée tous les 55 ans. Un jour, peut-être, on aura des. Mais là, c'est pareil. Quand l'État oublie ses obligations, quelle que soit d'ailleurs la couleur des gouvernements, c'est pas un problème malheureusement de partis politiques, eh bien, un certain nombre de parlementaires, de citoyens se sentent contraints de rappeler l'État à son obligation en disant ce droit-là, c'est pas un droit pour rigoler, c'est un vrai droit d'une certaine manière. Droit opposable, ça veut dire c'est un vrai droit. Comme s'il y avait des droits qui n'étaient pas vrais. Voilà où on en est quand même dans le. Et moi qui suis un ancien législateur et qui suis resté un peu peut-être dans l'âme, ça a de l'importance pour moi le droit. Le droit, c'est la parole publique. C'est comme si on signait, comme si la société tout entière signait au bas d'un papier, c'est ça que ça veut dire le droit. Mmh. Et alors on serait oublieux à ce point de ce que c'est, qu'il faudrait rappeler qu'en fait le droit est fait pour s'appliquer. Le droit opposable, c'est au fait, ça s'applique le droit qu'on a mis là dans le truc, c'est pas pour.
C'est ça que ça veut dire au fond. Alors, et souvent, c'est plutôt une initiative politique qu'une initiative de la bureaucratie pour le coup, parce que pour la bureaucratie, c'est un poids assez considérable. Figurez-vous que ça leur complique beaucoup l'existence plutôt que ça ne la simplifie. Donc je pense que c'est plutôt un signe de défiance et de rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre en fait, c'est dramatique, mais c'est comme ça, plutôt qu'un signe de bureaucratisation avancée, même si par ailleurs, il y a beaucoup de signaux de la bureaucratisation avancée par ailleurs. Très bien. Pour finir, une dernière petite question philosophique. Pensez-vous que l'évolution des mentalités sur la fin de vie reflète une perte de repères ou une adaptation aux réalités contemporaines? Hmm. Euh, Là encore une fois, c'est probablement un peu des deux. Euh, je pense que c'est d'abord le signe d'une désespérance. Désespérance dans le fait que la vie humaine est à elle-même, la vie terrestre est son propre horizon. Et quand la vie terrestre est son propre horizon, il n'y a aucune raison de faire des efforts pour qu'une éventuelle vie ultérieure se passe mieux. Vous comprenez que quand on est persuadé que bah, nous allons terminer notre existence sous tout rapport et de manière définitive ici-bas, après avoir trépassé, bah, pourquoi voulez-vous faire des efforts pour que ça se prolonge? Quel gain moral y aurait-il à prolonger des temps difficiles? À quoi sert d'offrir quelque chose? À quoi sert de supporter quelque chose de difficile? À quoi sert de pardonner? Enfin, tout ça perd du sens dès que vous n'avez comme perspective que la vie terrestre. Donc il y a une forme de désespérance qui est inscrite derrière ça aussi, mais qui est probablement la marque des sociétés matérialistes aussi. Nous sommes en train de vivre les limites de la société consumériste et les gens sont malheureux parce que la consommation ne peut pas être une fin en soi, elle n'est qu'un moyen, et dès qu'elle est autre chose qu'un moyen, elle rend les gens malheureux. La deuxième chose, c'est probablement que effectivement, nous avons à ce point dévalorisé la vie humaine elle-même, la dignité de la personne humaine, que bah, parfois on ne voit pas très bien pourquoi on la respecterait. Après tout, quand vous adoptez des législations dans lesquelles on peut, pour des raisons de convenance personnelle, parce que là encore, il faut appeler les choses comme elles sont, vous pouvez avorter d'un enfant jusqu'à la veille du jour supposé de sa naissance parce que vous vous considérez comme étant en détresse personnelle, quelle est la valeur d'une vie humaine dans cette affaire? Quand vous constatez, et pour le coup, ça n'est pas faute d'avoir des tribunes, des interventions, des prises de parole, etc., y compris publiques, les désastres provoqués par la pornographie chez nos enfants, chez les adultes aussi, hein, parce qu'il ne faut pas croire que ça n'affecte que les enfants, et qu'on laisse proliférer ce système, on ne fait mais rien, jamais, pour contrecarrer les fournisseurs d'accès, leur demander, bon, bah, vous dites aussi quelque chose de la vie humaine. Et d'ailleurs, ce qui est moi, j'ai publié plusieurs livres sur l'islam. J'ai passé beaucoup de temps à étudier et visiter les pays, des pays musulmans, autour du bassin méditerranéen spécialement. Euh, les musulmans français, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, écoutez, dans votre société, les coupables sont mieux traités que les victimes. Vous ne respectez pas l'autorité des parents sur les enfants. Vous ne respectez pas non plus l'autorité des enseignants sur les élèves ou sur les étudiants. Vous laissez votre jeunesse se détruire en consommant de la drogue, de l'alcool, de la pornographie, on ne sait pas quoi, et s'ils ne sont pas détruits physiquement, en tout cas psychologiquement, ils le sont. Euh, vous ne respectez pas vos institutions, vous demandez à tout le monde de respecter des valeurs que vous ne respectez pas vous-même, et vous déployez une énergie considérable à vouloir éradiquer absolument l'expression religieuse de la vie sociale. Comment voulez-vous que nous soyons d'accord avec une société comme celle-là? C'est pas possible. Donc on se met à l'écart. Alors certains le disent de manière extrêmement brutale, en instaurant une logique de conquête qui n'est pas la majorité de l'attitude des musulmans dans notre pays, Dieu merci, mais ça ne s'arrange pas pour le coup. Puis d'autres le font de manière passive, résistante. Mais quand on parle d'intégration, d'assimilation, mais c'est d'intégration à quoi? D'assimilation à quoi? À du vide. Qui a envie d'être intégré ou assimilé à du vide? Personne. Donc en fait, les musulmans de France, du monde occidental d'ailleurs, pas que de France, mais les chrétiens aussi, mais nous y sommes habitués parce que c'est chez nous d'une certaine manière, dont on a appris à vivre avec. Plus ou moins d'ailleurs, et plus ou moins bien, mais ça nous dit aussi le peu de considération que nous avons pour la dignité de la personne humaine, en général. Et si j'ajoute à cela la brutalité du monde économique, la manière dont on considère aujourd'hui les personnes dans les entreprises ou les organisations comme des variables d'ajustement, et uniquement des producteurs de richesse dont ils ne bénéficient d'ailleurs
que très peu, il faut le reconnaître. Euh, Vous additionnez tout ça et vous aboutissez à la logique d'euthanasie parce que, ma foi, si la vie humaine n'a pas de valeur, qu'est-ce que vous allez nous raconter à la respecter quand ces manifestations sont devenues telles qu'il n'y a pas de qualité de vie possible? Donc, il y a cet élément-là de dévalorisation de la dignité qui me paraît être une marque du temps, contre lesquels se battent à la fois quelques humanistes qui y croient encore et puis les grandes religions parce que c'est leur socle. Et dernier point, il me semble qu'il y a une erreur sur la dignité humaine, euh, conceptuelle cette fois-ci. On confond la dignité avec le plein exercice de la liberté. Euh, Au sens où, quand on entend des expressions alors qu'on peut comprendre sur le plan humain, on entend des gens qui perdent leur travail, perdent leur dignité. J'espère que non. Mais on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand vous perdez ce qui est le moyen le plus immédiat, le plus accessible d'exercer pleinement votre liberté en ayant un revenu, un salaire, en construisant votre vie, etc., ben évidemment, vous perdez quelque chose de vous. Ça vous affaiblit sur le plan de votre capacité de choix. Quand on entend parler de gens qui sont devenus des légumes sur leur lit de mort, j'espère que jamais personne ne devient un légume, parce que je ne sais pas ce qui se passe pour ceux qui reviennent à la conscience, par exemple. Une fois qu'ils ont été légumes, alors ils redeviennent humains. Enfin, tout ça s'articule? Ben, la confusion entre la dignité et le plein exercice de la liberté conduit à considérer que ceux qui n'ont plus le plein exercice de leur liberté ben, ne sont plus dignes. Or, c'est la dignité qui cause la protection du droit. Un abribus n'est pas digne, donc vous avez le droit de casser un abribus. Alors pourquoi vous serez condamné? Pas parce qu'il est digne, mais parce qu'il appartient à quelqu'un. Donc vous allez indirectement toucher le droit de quelqu'un. Mais vous avez le droit de brûler des feuilles mortes, de tondre votre gazon, parce qu'il n'y a pas de dignité dans les feuilles mortes, ni dans le gazon, contrairement à ce que pensent un certain nombre de penseurs modernes écologiques tout à fait radicaux, mais malheureusement, c'est pas. Mais vous ne pouvez pas ignorer que la dignité, c'est la qualité éminente que porte tout être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, et que rien ne peut l'en priver. La dignité humaine s'entend, comme je dis souvent, sans exception, sans restriction et sans condition. Dès que vous sortez de là, vous faites un tri dans l'humanité. Et pour conclure ma réponse, on trouve dans le rapport préparatoire aux lois de bioéthique de 1994, signé par Jean-François Mattei, futur ministre de la Santé, cette phrase terrible pour expliquer l'orientation des lois de bioéthique adoptées par le Parlement français. Voici ce que dit cette phrase, je la cite mot pour mot. Il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît plus la forme de l'humaine condition. Je répète, il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît plus la forme de l'humaine condition. Autrement dit, dans le monde d'avant, l'humanité est donnée. Elle m'est donnée à moi comme sujet, elle m'est donnée à vous qui me regardez comme un sujet humain et vous n'avez pas le choix de savoir si je le suis ou non. Le fait de me respecter comme être humain s'impose à vous, que vous le vouliez ou pas, qui que je sois. Et c'est pour ça que les discriminations sont insupportables, que le racisme est insupportable, que toutes les formes de persécution sont insupportables, parce que on ne fait pas ça à un être humain, qui qu'il soit, c'est aussi simple que ça. Avec cette phrase, on entre dans une logique de catégorisation de ceux qui sont protégeables par le droit, parce qu'on considère, le corps social considère que ce sont encore des êtres humains, et d'autres que le corps social ne considère plus comme des êtres humains. Mmh. Eh bien, chers auditeurs, bientôt, vous aurez le droit, vous n'aurez pas le droit d'euthanasier les premiers, mais vous aurez le droit d'euthanasier les seconds. Voilà, nous entrons dans une mécanique de tri de l'humanité, et je n'ai pas besoin d'expliquer à nos auditeurs que ces mécaniques de tri de l'humanité ont des conséquences qui sont insupportables, affreuses, et dont je n'ai pas besoin de rappeler quelques exemples que chacun trouvera par lui-même. Merci beaucoup, monsieur Poisson, pour le temps que vous nous avez consacré dans cette Merci à vous. journée où nous fêtons la résurrection, qui est pour nous une réalité et une espérance. Je crois Absolument. qu'il était bon de se souvenir que même si nous attendons la fin de la mort, nous n'avons pas besoin d'en précipiter la survenue. À très bientôt, les amis. Au revoir.